Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous m'entendez. Vous pouvez envoyer un petit pouce vers le haut, un petit hello si tout va bien pour le son, parce que j'essaie un nouveau setup ici qui devrait me donner un tout petit peu plus de stabilité, éviter les problèmes de son qu'on a eu les autres fois. Ok, cool, merci de dire que tout va bien. Ça lag un peu, redémarrez votre browser peut-être. Le quiz du jour se trouve sur myquiz.org/p slash 435-727. Si je mets mon écran comme ça. Ah oui, là c'est complètement frisé là. C'est pas que ça lag, c'est que j'ai même plus d'accès à l'écran. Donc je disais, on va essayer de vous donner un écran. Hop. Comme ceci, ouais. Tuc, tuc, tuc. Ça a l'air d'aller. Voilà. Donc le quiz du jour, c'est sur myquiz.org/p/435-725, ou si vous allez sur myquiz.org, il vous demande un code au début et vous tapez le code qui est là. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis advocate pour AWS et bienvenue dans le quiz hebdomadaire, vendredi 4h, heure de Paris. C'est l'heure du quiz. Hein. Alors le quiz c'est quoi si c'est la première fois que vous assistez? On va passer en revue quelques questions de certification AWS. Aujourd'hui c'est 10 questions niveau Solution Architect Associate. Et ces 10 questions seront en anglais, mais on va les commenter en français, expliquer pourquoi c'est les bonnes réponses, pourquoi c'est les mauvaises réponses surtout. C'est un jeu également, donc un jeu de rapidité, si vous jouez pour gagner et pour des points, essayez de répondre le plus rapidement possible, parce que c'est là que vous pourrez gagner des points. Quoi d'autre? Ce ne sont pas des vraies questions de certification, je veux dire, elles ne sont pas prises de vrais examens, je ne pourrais pas les montrer en public, je ne les ai pas d'ailleurs. Mais ce sont des questions très très similaires aux vraies questions d'examen. Merci à Thibaut qui a remis le lien dans le chat, myquiz.org/p 435-725. Je vais le remettre en écran comme ça. 435-725, c'est le numéro du quiz. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour vous connecter sur le quiz. Et dès que j'aurai une dizaine de personnes connectées, eh bien, je vais faire Start Game. Attention, on a 10 questions aujourd'hui, c'est 2 de plus. Et donc je répète, c'est du Solution Architect Associate. Alors je sais qu'il y a une ou deux questions qui seront peut-être un peu polémiques. J'aime bien les questions polémiques, j'aime bien discuter avec vous. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Je garde un œil, quand vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que je garde un œil sur les commentaires. Bien, on y est. Je vois plein de bonjours qui arrivent, je vois plein de gens qui se connectent, c'est cool. Je vois des gens qui se connectent sur le quiz aussi. Eh bien, attention, ben alors on est parti pour la première question. On va commencer le quiz dans 3 secondes. Je crois que je vais laisser tomber les jingles aujourd'hui. C'est une question EC2. Vous avez une application qui fait du traitement de commandes et cette application extrait des messages d'une queue d'attente SQS, et il y a 2 reserve instances qui processent 10 commandes par minute. Si une commande échoue pendant le processing, elle doit être remise dans la queue sans pénalité. Pendant des promos de week-end, vos queues ont des centaines de messages en attente d'être processés. Quel est le moyen le plus cost-effectif d'éliminer les messages en attente dans les queues, de manière à ce que les clients puissent avoir la confirmation du traitement de leur commande le plus rapidement possible? Première solution, vous créez plus de queues. Deuxième solution, vous déployez plus d'instances en utilisant des spot instances. Troisième solution, vous déployez plus d'instances en utilisant des reserve instances. Et quatrième solution, vous déployez plus d'instances en utilisant des on-demand instances. Petite technique spécifique de quiz quand vous avez des trucs comme ça, quand il y a une question qui n'a rien à voir avec les 3 autres propositions, une réponse qui n'a rien à voir avec les 3 autres propositions, c'est probablement pas la bonne. Alors c'est pas une règle absolue évidemment, mais si vous faites souvent des quiz ou des examens de certif, la réponse A a l'air un peu bizarre.
parce que la bonne réponse va jouer dans les trois autres B, C, D. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des Amazon Instances Spot, Reserved ou On Demand? La bonne réponse, ce sont les Spot Instances et on va commenter ça. Le lien du quiz, c'est sur myquiz.org et le numéro du quiz, c'est 4, 3, 5, 7, 2, 7, 4. 135 727, 435 727 sur myquiz.org. Si vous avez l'historique des chats, vous pouvez le voir, il est posté plusieurs fois dans l'historique des chats. Pourquoi personne n'a répondu. Ah, je suis bien content. Pourquoi est-ce que Reserve Instance, c'est pas une bonne idée? Parce que Reserve Instance, on s'engage sur une durée qui est d'1 an minimum. Donc ici, c'est pour éliminer une file de messages temporaire à cause d'une promotion. Donc c'est pas le moyen le plus cost-effectif de traiter. On demand, c'est pas cost effectif aussi, vous pouvez avoir jusqu'à 50, 60, parfois plus de réduction en utilisant des spot instances. Et si une spot instance tombe, le message en cours de traitement sera remis dans la queue et une autre le prendra. C'est pour ça que dans la question, il est marqué que si un message échoue d'être traité, il n'y a aucune pénalité, il est simplement remis dans la queue. C'était pour vous donner un indice sur le fait que les spot instances peuvent s'interrompre. Si vous ne connaissez pas les spot instances, ce sont des instances qui coûtent beaucoup moins cher que les on-demand ou les reserved, et qu'on va prendre dans un pool de capacité non utilisée. À tout moment dans les data centers, il y a de la capacité non utilisée. On préfère vous vendre cette capacité à un prix discount plutôt que la laisser prendre la poussière. Et donc, vous pouvez utiliser ces instances, toutes comme les autres. Elles ont une différence, c'est que si jamais nous avons besoin de cette capacité, on va vous les reprendre. Donc, on vous envoie une notification. Et 2 minutes après, on termine l'instance, donc ces instances peuvent s'arrêter à tout moment. En pratique, ça n'arrive pas très souvent. Il y a des tas de clients qui nous disent qu'ils tournent des traitements en prod sur du Amazon Spot Instance. Donc regardez Spot, si vous êtes serré au niveau budget, si vous voulez économiser au niveau budget sur EC2. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'avec le préfixé, les Spot Instances ne seront pas dispo pendant le week-end? C'est une bonne question. Comme les spot instances viennent en fait. Donc la question c'est, si vous lisez dans le chat, mais on n'est pas sûr qu'avec le préfixé, des spot instances seront dispo pendant le week-end. Est-ce que ça arrive souvent que vous le récupérez? Donc il y a 2 questions là. C'est vrai que si tout le monde utilise des spots au même moment, il y en aura moins disponible, on aura moins de capacité disponible et vous n'aurez pas votre spot. Donc idéalement, vous faites une double stratégie, vous essayez d'acquérir la capacité d'abord sur spot, et puis si jamais ça ne marche pas, vous l'acquérirez sur on demand. Maintenant, spot est lié à notre capacité varie d'une availability zone à l'autre. Donc si vous êtes en multi-ESI ou même en multi-région, c'est pas parce qu'il n'y a pas de capacité sur un type d'instance maintenant dans une availability zone qu'il n'y en a pas non plus dans l'autre availability zone. Il suffit parfois de changer d'une availability zone à l'autre pour récupérer la capacité. Pensez aussi à varier les types d'instances. Vous avez peut-être besoin d'une 4 fois large, il n'y en a plus, mais il y a des 8 fois larges qui sont toujours disponibles, et donc pour une période de temps, vous ne payerez pas beaucoup plus cher pour une instance 8 fois large. Donc en variant les availability zones et la capacité, vous êtes à peu près sûr de trouver de la capacité spot à tout moment. D'ailleurs, si vous le faites en autoscaling, Autoscaling fait ça pour vous. Il va mixer un pool d'instances. Vous pouvez spécifier votre baseline en on-demand pour être sûr qu'il y ait, je sais pas, au moins 2 instances tout le temps. Et puis la capacité supplémentaire, il ira à le chercher sur Spot en variant les availability zones et en variant l'instance pour que ça ne soit pas exactement le même type d'instance, de manière à maximiser la probabilité que vous ayez de la capacité Spot. Oh là, la conversation s'agite sur le chat. L'invité du podcast disait qu'on ne lui reprenait jamais ses instants. Je suis curieux du prix auquel il avait enchéri. Il n'y a plus d'enchères sur les spot instants. C'est un vieux truc du passé. Maintenant, il y a un prix fixe qui est lissé en fonction de notre pool de capacité. Donc, il n'y a plus d'enchères. Et effectivement, j'ai fait un podcast avec une startup qui s'appelle Kinai, qui fait du machine learning, et qui disait, nous, on fait nos entraînements de machine learning sur du spot. On sait que si on les perd, on devra recommencer à zéro, parce que ce n'est pas des jobs dont on peut sauver l'état et recommencer, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et donc au final ils sont gagnants sur le prix du spot. Bien.
longue explication pour cette question-là. Et c'est vrai que Spot est toujours un sujet intéressant parce qu'il vous permet de faire gagner pas mal d'argent, mais il faut bien comprendre la petite différence, c'est qu'on peut reprendre l'instance. Question suivante dans 2 secondes. Question 2, elle est sur Amazon VPC. Vous avez plusieurs instances EC2 qui tournent dans un subnet public d'un VPC avec des adresses IP auto-assignées. Elles échangent avec une autre société à travers une API à travers l'Internet, et cette autre société demande que cette API soit accédée par des adresses IP uniques, une adresse IP unique. Comment est-ce que vous pouvez configurer ça? Donc on a bien plusieurs instances EC2 qui font des appels d'API en dehors d'AWS. Est-ce que vous pouvez assigner une Elastic IP à un record A sur route 53? Réponse A. Est-ce que vous pouvez assigner la même Elastic IP à chaque instance? Est-ce que vous pouvez mettre les instances dans un private subnet et les faire sortir vers Internet à travers une NAT gateway? Et D, est-ce que vous pouvez faire un turn-off, couper l'assignation automatique des adresses IP publiques dans les réglages du VPC? Je vous laisse relire ça. Donc, plusieurs instances EC2 qui parlent à un service web externe, et le fournisseur du service web externe demande à avoir une seule adresse IP unique pour accéder à son système. Comment peut-on faire ça? Oups. La bonne réponse est la réponse C. Alors je sais qu'on va avoir quelques discussions sur cette réponse-là. D'ailleurs, je ne dois pas oublier de faire mon pause là en haut. Assigner une adresse IP élastique à un record du DNS, on peut le faire évidemment, mais ça ne va pas m'aider ici parce que j'ai plusieurs instances EC2. C'est ça le piège dans cette question. Il y a plusieurs instances EC2. Et donc, avoir une Elastic IP et un nom DNS, ça ne va pas aider pour faire ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle la réponse B n'est pas valide non plus. On ne peut pas assigner la même Elastic IP à plusieurs instances, évidemment. Et donc, passer par une NAT Gateway, ça va obliger toutes les instances à utiliser la NAT Gateway un peu comme un routeur, et vu de l'extérieur, ça sera l'adresse IP de votre NAT Gateway. C'est un peu ce que font vos box à la maison, hein. Quand vous êtes abonné à Internet, vous avez une box qui a une adresse IP publique, et puis il y a tous vos appareils qui sont sur votre réseau, vos téléphones, vos tablettes, les laptops, les appareils connectés, etc., qui, quand ils communiquent à l'extérieur, passent par la box fait du NAT, et vu de l'extérieur, il n'y a qu'une seule adresse IP, c'est l'adresse IP de votre box. Ben, une NAT Gateway, ça fait exactement la même chose, et donc la bonne réponse était la réponse C. Attention, question 3. Sur SQS de nouveau, quel est le moyen le plus sécurisé d'autoriser un autre compte AWS d'accéder à une queue dans mon compte? Réponse A, on va configurer la queue pour autoriser un accès public. Réponse B, on va créer un utilisateur IAM pour l'autre compte et attacher une policy à cet utilisateur IAM qui donne accès à la queue. Ou on peut créer une policy SQS qui autorise l'autre compte d'accéder à la queue. Ou alors on configure un VPC, un peering connection, avec l'autre compte AWS. Donc c'est le plus sécurisé, donc ça devrait déjà éliminer une réponse assez facilement, hein. Après, on va pouvoir discuter peut-être entre B et C. Où on en est? On a Magnétique à 13 points, Simon B à 13 points également, Thibaut à 11, Agaillard à 10 et Amélie à 8. Ce sont les 5 premiers. Je ne vois pas tout le monde. FX, Grazo, je vois des réponses qui rentrent encore. Il vous reste 5 secondes avant de donner la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse C, créer une policy SQS.
Alors, on va parler de ça. Évidemment, donner public accès à la queue, c'est pas une solution sécurisée. Je ne sais même pas si c'est possible. Oui, ça doit être possible avec des policies, mais ne faites jamais ça, évidemment. Pourquoi est-ce que la réponse B n'est pas la bonne réponse? Je crois que c'est là que c'est intéressant. C'est parce que si vous créez un IAM user et que vous le distribuez à l'autre compte, vous allez devoir distribuer un IAM user. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une clé et une secret key, une access key et une secret key. C'est comme un username et un password. Et il n'y a aucun moyen de stocker ça. C'est comme distribuer un username password. Donc c'est pas très sécurisé. Si l'autre partie se fait voler son access key, secret key, s'il la stocke pas bien, vous ne pouvez pas nécessairement contrôler cela. Tandis que si vous attachez à la queue une policy qui dit j'autorise telle et telle opération pour ce compte-là, et éventuellement une certaine identité dans ce compte-là, un rôle ou un user chez eux, eh bien, c'est vous qui contrôlez la queue, c'est vous qui mettez les policies sur la queue, et donc c'est le moyen le plus sécurisé de contrôler l'accès à votre queue. Réponse D, j'ai pas été regardé. J'ai pas été regardé. Réponse D, mais je pense qu'il y a moyen de faire du VPC Peering Connection, mais ça ne contrôle pas, l'accès. Désolé pour 2-3 qui ont donné. Qui ont des problèmes de son. En général, si vous avez des problèmes de son, vous diminuez la qualité. Normalement, en 1080, ça marche. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que ça fonctionne, mais non. J'ai plus le problème des autres semaines. Mais si vous descendez en 360 ou en 1080, ça devrait fonctionner. Encore une chose sur les policies IAM. Les policies IAM, vous les attachez soit à une personne, un IAM user, à un rôle, mais n'oubliez pas que vous avez aussi des policies IAM que vous pouvez attacher à des ressources, comme à des buckets S3 ou des queues. Et donc là, c'est le propriétaire de la ressource, de la queue ou du bucket, qui contrôle les accès, en plus des accès qu'on pourrait donner individuellement à un utilisateur via les rôles ou via le IAM user. Désolé pour ceux qui doivent descendre en 160 pour avoir du son. Pas une super bonne expérience. J'aurais démarré le Mac systématiquement avant de lancer le quiz. Question 4, elle parle d'autoscaling. Vous avez une flotte EC2 autoscaling qui est configurée sur 2 availability zones avec un load balancer devant. Cependant, les instances EC2 sont en permanence terminées et remplacées. Qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce comportement? Ça pourrait être un health check qui foire et vous avez défini un health check load balancer. Ou alors ça pourrait être un health check qui foire et vous avez mis un health check C2. Ou alors vous avez mis le nombre minimum d'instances du groupe autoscaling et ce nombre a été atteint. Ou alors vous avez atteint le nombre maximum d'instances dans le groupe autoscaling. Donc réponse A, problème de health check mis par le load balancer. Health check EC2. Ou alors vous avez atteint le nombre minimum ou vous avez atteint le nombre maximum d'instances. On a Simon en tête à 20 points, Thibaut 17, Agaillard 15, Magnétique 13, AWS Pro 13 également, donc tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Attention, je n'ai reçu que 8 réponses, il reste encore 20 secondes pour vous décider. « 5 secondes si on n'avait pas encore répondu. Et on va débriefer. La bonne réponse est la réponse 4. Il y a Taïeb qui demande est-ce qu'il est encore possible de rejoindre le quiz? Oui, bien sûr, tu te connectes sur myquiz.org, myquiz.org avec un seul Z. C'est l'adresse qui est là en haut de mon browser si tu arrives à lire sur la page. myquiz.org et le code c'est 435 727. 435 727 et Pip tient gentiment de remettre le lien dans le chat. Merci pour ça. Alors pourquoi est-ce que la réponse A est la bonne? Donc le health check c'est le load balancer qui va faire un health check, donc il va appeler l'URL que vous avez défini pour appeler sur le health check. Si cette URL répond 200, tout va bien. Si cette URL répond pas ou répond autre chose que 200, le load balancer considère que l'instance ne fonctionne pas et après 2 ou 3 essais que vous configurez, il va dire à autoscaling que cette instance n'est plus bonne et donc autoscaling va terminer l'instance et en relancer une autre. Pourquoi c'est pas la réponse B? Parce que ici dans la question on dit que toutes vos instances sont continuellement remplacées. Si c'était un health check EC2 qui foire,
part, ça peut arriver sur une instance, mais une fois qu'on a redémarré une autre instance, elle est redémarrée toujours sur du hardware séparé, dans un rack séparé, et donc si vous avez continuellement des remplacements de C2 d'instance EC2, c'est que nous aurions un gros problème matériel ou sur le service EC2, c'est très peu probable. Si ça arrive, c'est probablement un problème pardon, un problème de load balancer plutôt. Quand un autoscaling group atteint son groupe minimum, bien les instances atteignent le minimum de la taille du groupe, donc vous avez réglé un groupe entre 2 et 10 instances et vous arrivez à 2 instances, elles ne vont pas être remplacées, vous avez 2 instances qui vont continuer à fonctionner. Et même chose, si vous arrivez à 10 instances, elles ne vont pas être remplacées non plus, ces instances continuent de fonctionner. Donc c'est pour ça que les réponses 3 et 4, C et D, ne sont pas correctes. N'oubliez pas que dans la question il était marqué, les instances sont continuellement terminées et remplacées. Parmi toutes les scaling policies les plus bizarres qu'on peut créer, ça ne peut pas avoir le même résultat d'arriver à cela. Je pense pas qu'il y ait... Si les instances sont remplacées en permanence, c'est qu'il y a vraiment un problème de configuration de l'autoscaling group quelque part, ou un problème de notre côté éventuellement, mais non, un autoscaling group sain ne va pas remplacer des instances en permanente. Et donc ici, il faut vérifier le health check du load balancer. J'aurais dû relancer la pause un peu plus tôt parce que j'ai fini mon explication, il reste 20 secondes, mais je vais en profiter pour faire le point. Nous sommes à 4 questions, on va atteindre la 5e question. Thibaut en tête à 24 points, AWS Pro 21, Simon B 20 points, tiens, Simon est redescendu. Rich à 16, Agaillard à 15. Pour ceux qui jouaient pour des points, n'oubliez pas qu'il faut répondre rapidement. Pour tous les autres, prenez votre temps, répondez bien, comprenez les réponses, comprenez les questions, et puis on débriefe après. Question suivante, elle porte sur Amazon S3. Et vous avez votre société qui a une policy qui dit que toutes les données corporate doivent toujours être repliquées sur plusieurs data centers. C'est la règle chez vous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça avec Amazon S3 ? Est-ce que vous devez activer le versionning sur le bucket S3 ? Est-ce que vous devez activer la réplication à travers plusieurs zones dans une autre availability zone ? Est-ce que vous devez activer la réplication à travers plusieurs régions ? Et j'étais perturbé avec la réponse B, pardon. Donc réponse C, activer la réplication across région. Et réponse D, aucune configuration n'est nécessaire. C'est fourni par défaut. Ouais, il y a moyen de se faire piéger par la question. Quand même prendre le temps de la lire. Donc réponse A, versionning. Réponse B, le cross-zone replication. Réponse C, le cross-region replication. Réponse D, rien à faire. Amazon S3 fait ça par défaut. Il reste 25 secondes. J'ai déjà 13 bonnes réponses. Donc a priori, je crois que c'est la totalité des joueurs pour le moment. On a un peu plus de gens qui regardent que de gens qui jouent. Ah non, on est à 14. Et c'est la 5e question. Le quiz sera un tout petit peu plus long aujourd'hui, d'habitude c'est 30-35 minutes, comme j'ai 10 questions et que j'ai passé beaucoup de temps sur la première question, ça va durer un tout petit peu plus longtemps aujourd'hui. La bonne réponse est la réponse D, parce que S3 fait ça par défaut. Quand vous créez un bucket, eh bien, automatiquement votre bucket est répliqué sur au minimum 3 availability zones, et toutes les régions modernes ont 3 availability zones. Donc si une société dit il faut utiliser plusieurs data centers, Amazon S3 fait ça automatiquement. Le B est invalide parce que ça n'existe pas, cross-zone replication, à cause de ce que je viens de dire, comme c'est par défaut dans S3, il n'y a pas besoin de faire du cross-zone replication, il le fait par défaut. Et du cross-region replication, ça existe, mais ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là, parce que là, en cross-region, on parle vraiment repliquer entre Paris et Londres, par exemple, entre Paris et Francfort, ce qui n'est pas nécessaire, puisque quand vous créez un bucket sur Paris, sur Francfort ou sur Londres, ou n'importe quelle autre région, ça sera déjà répliqué sur 3 zones de disponibilité. Je rappelle, une zone de disponibilité, c'est au minimum 1
data center. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit piège dans cette question. Question 6, elle parle d'identity et access management. Quel type d'identity management entité vous devez assigner à une application qui fonctionne on-premises, donc dans votre data center chez vous, sur votre laptop, et si cette application a besoin de parler avec S3. Est-ce que vous créez un IAM user pour cette application? Est-ce que vous créez une IAM application? Est-ce que vous créez un IAM role? Ou est-ce que vous créez un IAM bucket policy? Bonne question. Question 6, donc sur Identity et Access Management. Pour qu'une application puisse parler à distance à S3, une application qui n'est pas dans le cloud, une application qui tourne on-premises, est-ce que cette application a besoin d'un IAM user pour accéder à S3, d'une IAM application, d'un IAM role et d'un IAM ou d'un IAM bucket policy? Réponse D. Il y en a 2 qui sont faciles à éliminer. Vous êtes 14 à avoir répondu, j'hésite à donner un peu plus d'indices, mais il y en a 2 qui n'existent pas. Si vous êtes dans la console IAM, vous avez IAM 1.1.1 et IAM 1.1.1, mais il n'y a pas IAM 1.1.1 ou il n'y a pas IAM 1.1.1. Il n'y a que 2 réponses possibles, et puis il y en a une qui va être éliminée techniquement, parce qu'elle est impossible techniquement, enfin pas impossible, mais qui pose un problème de poule et d'œuf techniquement. Et donc il ne restera qu'une bonne réponse. La bonne réponse est la réponse A, un IAM user. IAM application, ça n'existe pas. IAM bucket policy, ça n'existe pas. Désolé si vous avez répondu cela. Je sais que si vous jouez sur votre portable ou sur votre tablette, c'est très facile de faire un mauvais choix, simplement scroller pour voir les réponses. Parfois, ça prend une réponse et donc on peut faire des mauvaises réponses comme ça. Pourquoi c'est pas un IAM role? Et vous êtes une majorité à avoir répondu ça. Parce que pour assumer un rôle, donc pour faire l'appel d'API qui permet d'assumer un rôle, il faut des credentials, il faut déjà une access key, secret key. Donc où est-ce que vous allez la recevoir? Cette access key, secret key, vous allez la recevoir avec un IAM user, donc il faut un IAM user. Désolé, j'ai oublié de faire pause, mais c'était l'explication de pourquoi c'est l'IAM user. Question suivante, question numéro 7, elle porte sur RDS et Aurora MySQL Database qui arrive à bout d'espace de stockage. Il n'y a plus d'espace de stockage. Comment est-ce que vous augmentez l'espace de stockage sur Aurora? Attention, c'est Aurora, c'est pas le RDS normal. Est-ce que vous ajoutez des volumes EBS en plus? Est-ce que vous redimensionnez les volumes EBS? Est-ce que vous sélectionnez Modify Database et entrez une nouvelle valeur et puis vous redémarrez la base de données? Ou vous ne faites rien? L'espace de stockage est géré automatiquement par Aurora. Un peu comme la question S3. Vous ne faites rien, c'est géré automatiquement par S3. C'est toujours mes réponses préférées quand il y a moyen de faire ça. Hop, on va mettre l'écran en plus grand. Donc RDS. Avec Aurora. Aurora, c'est une base de données compatible avec MySQL ou Postgres, mais conçue par AWS, conçue pour le cloud, qui réplique automatiquement vos données avec 2 exemplaires de vos données dans 3 availability zones, donc ça fait 6 copies de vos données, avec une couche séparée pour le compute et pour le stockage, une base de données entièrement gérée avec des possibilités de faire des read réplicas, comme vous pouvez le faire sur MySQL et Postgres. Et donc, comme c'est une base de données entièrement gérée, la bonne réponse est la réponse D. Il n'y a pas de stockage à allouer, c'est la base de données qui le fait automatiquement. Vous êtes presque 80% à avoir répondu ça. Il n'y a pas de volume EBS avec Aurora, donc vous ne devez pas vous en occuper. Il n'y a pas de volume EBS avec RDS en général d'ailleurs, donc réponse A et B sont éliminées. Et avec RDS classique, RDS MySQL, vous devez effectivement redimensionner le stockage, et donc la réponse C était pertinente, mais pas pour Aurora, parce que pour Aurora, on gère le stockage nous-mêmes. La question 8 porte sur les containers. Votre application utilise des containers, des microservices déployés dans Docker. Comment pouvez-vous déployer, gérer ces containers avec le moins de charges administratives de votre côté? Donc, le moins de charges administratives de votre côté. Réponse A, vous déployez un cluster d'instances Amazon EC2 dans un auto-scaling group et vous installez le ECS Container Agent sur les instances.
Réponse B, vous déployez un cluster d'instances EC2 qui utilise l'EMI Docker. Réponse C, vous configurez une API Gateway pour lancer des tâches Amazon ECS. Réponse D, rien qu'à ma tête, vous devez pouvoir éliminer certaines options parfois. Réponse D, vous déployez des instances ECS en utilisant Fargate. Donc, vous déployez des tâches Amazon ECS en utilisant Fargate. Si vous n'avez jamais utilisé ECS, c'est un système de cluster pour héberger des containers Docker. Et une task ECS, c'est un peu comme un pod sur Kubernetes. Donc c'est l'unité atomique qui permet de déployer un container. 10 secondes, 12 réponses, vous êtes encore 2-3 à pouvoir répondre. Tapez au hasard, hein, si vous ne savez pas. Voilà, là je crois que j'ai toutes les bonnes réponses. Enfin, toutes les réponses en tout cas, on va voir si elles sont bonnes ou mauvaises. La bonne réponse est la réponse D. Réponse A, c'est un peu l'Amazon ECS à la main de papa, où on devait déployer des instances Amazon EC2, on devait scaler ces instances EC2, sur ces instances EC2, on devait installer un agent ECS, et puis ECS allait démarrer les containers dessus. C'était comme ça il y a très longtemps, il y a plusieurs années, mais on a lancé depuis un truc qui s'appelle Fargate, et Fargate c'est du serverless pour vos containers Docker. Donc Fargate, c'est nous qui gérons les instances EC2, il y en a toujours, hein, il n'y a pas de magie, il faut bien déployer les containers quelque part, mais vous n'avez plus d'instances EC2 à gérer, vous les voyez même plus apparaître dans votre console EC2, et donc vous nous dites juste j'ai besoin de 15 instances de ce container-là, 20 de celui-là, et nous gérons les instances EC2 en sous-jacent. Et donc c'est ça qui vous donne le moins de tâches administratives pour gérer vos containers. Le Docker EMI, je ne suis pas certain que ça existe, donc B n'est pas une bonne réponse. C, le gars qui a écrit la réponse avait fumé un bon truc là, parce que lancer une API Gateway pour lancer des tâches, oui c'est possible évidemment, mais c'est pas ça qui va diminuer vos besoins administratifs. Thibaut 46 points, WS Pro 35, ça me semble grillé là, je pense pas qu'on puisse rattraper en deux réponses. Question 9, pardon, sur les bases de données. Vous construisez une couche de base de données pour une application d'entreprise qui, occasionnellement, a beaucoup d'activités pendant la journée. Quel type de stockage vous devez sélectionner comme option par défaut? Donc on parle bien d'Amazon RDS ici, hein, Amazon RDS. Vous démarrez votre base de données avec du Magnetic Storage, avec du General Purpose Solid State Drive, SSD, avec du Provision IOPS, en SSD ou du Cold Storage, les fameuses, le stockage SC1. Attention, on parle Amazon RDS, ici on parle database, on parle pas Amazon EC2 et EBS. J'avoue que je me suis fait piéger à cette question-là quand j'ai préparé le quiz ce matin, parce que justement, je n'avais pas fait la différence entre RDS et EBS. En gros, les options de stockage de RDS ne sont pas les mêmes que pour EBS. « 20 secondes, vous êtes encore 2 ou 3 à pouvoir rentrer votre réponse. Donc sur Amazon RDS, il n'y a que 3 types de stockage. Historiquement, il y a le Magnetic Storage, et puis les 2 autres options que vous avez sont General Purpose et Provision IOPS. Cold Storage, ça existe, mais ça existe sur EBS, et c'est pas disponible sur RDS. Quand vous lancez une base de données RDS, il vous propose que les 3 premières options, A, B, C. Donc moi, j'aurais répondu Cold Storage aussi, parce que je sais qu'en EBS, voilà, c'était le moyen pour faire pour du stockage occasionnel. Magnétique aurait été une bonne réponse aussi, mais dans la doc d'RDS, on dit clairement n'utilisez plus Magnétique aujourd'hui. Si vous lancez une base de données, l'option par défaut, c'est General Purpose Solid State Drive. Les Provision IOPS marcheraient, mais vous coûteraient beaucoup plus cher. Ici, on parle d'une base de données qui a une activité occasionnelle pendant la journée, donc ça ne sert à rien d'avoir du Provision IOPS que vous allez payer plus cher, qui sera plus performant, mais le plus efficace en matière de ratio coût-performance ici est General Purpose Solid State Drive, donc l'option par défaut des RDS. La question ne devrait même plus exister, nous dit Simon.
Et le cold storage existe, mais pour les volumes EBS et pour d'autres use cases, probablement pas pour des bases de données, de toute façon. Alors, on en est où? Thibaut 51, AWS Pro 43, Simon. Donc, la deuxième place, ça va encore se jouer entre AWS Pro et Simon B. À mon avis, c'est Thibaut qui va gagner cette semaine. Et puis on regardera tous les autres scores sur la dernière page. Après la 10e question, finalement on n'aura pas été beaucoup plus long que d'habitude, il est 16h35, donc on sera juste 5 minutes plus long que d'habitude. Dernière question, elle porte sur Route 53, quel type de record d'enregistrement DNS vous devez utiliser si vous voulez rediriger exemple.com/store vers store.exemple.com. Est-ce que vous devez utiliser un A record, un CNAME record, un PTR record, ou ça ne peut pas être fait, ce genre de redirection ne peut pas être fait avec DNS. Record A, c'est pour stocker des adresses, record CNAME, c'est pour les canonical names, des alias. Et PTR records, c'est des pointeurs records. Je ne sais plus à quoi ça sert, les PTR records sur DNS. Je n'ai jamais vraiment utilisé PTR. C'est encore un ou deux à réfléchir. Vous êtes en train de faire un Google rapide sur Route 53 et sur les différents types de pointeurs DNS. J'aimais bien ce commentaire-là. Hop. C'était sur la question Aurora tout à l'heure. Ah, voilà les derniers qui rentrent leurs questions. Cool. Et il vous reste 5 secondes et on va débriefer. La bonne réponse est la réponse D. Ça ne peut pas être fait avec le DNS. Le A record, c'est un record qui associe une adresse IP à un nom. Par exemple, exemple.com, c'est l'adresse IP 1.2.3.4. Le CNAME, c'est pour faire un alias. Par exemple, www.mycompany.com, c'est aussi à web.mycompany.com. PTR, je vous l'ai dit, je ne sais plus, pas important. Mais ici, on ne peut pas faire un redirect juste avec DNS. Pourquoi? Parce que DNS associe des noms à des adresses IP. Et un redirect qui part de exemple.com/store, c'est au niveau 7, au niveau HTTPS que ça se joue. C'est au moment. Donc, qu'est-ce que va faire un client? Il va se connecter sur exemple.com, il va d'abord faire la résolution DNS, il va avoir une adresse IP, puis il va faire une connexion sur cette adresse IP, et puis une fois que la connexion sera établie, éventuellement un handshake SSL, etc., enfin TLS, puis seulement il va faire get/store, et là le web server va lui dire HTTP 300 quelque chose, redirect sur store.exemple.com. Le DNS, il ne sert qu'à faire l'association entre exemple.com et l'adresse IP qui correspond à exemple.com. Donc on pourrait faire un alias éventuellement, dire que store.exemple.com c'est la même chose qu'exemple.com, mais le DNS il ne voit jamais passer le /store parce que c'est bien au-dessus de lui que ça se passe, c'est bien au-dessus du niveau IP. C'est au niveau HTTP. Et donc ce genre de redirection doit se faire au niveau de votre serveur web, de votre proxy. Si vous avez CloudFront, vous pouvez faire ça avec CloudFront également. Et donc c'est là que ça va se jouer. Et donc le gagnant est, bravo, Thibaut, 59 points, AWS Pro 43, Simon 40, Duf 29, Salah 28, Rich 26, Gaillard 25, Razo 25, Kaizun 23 et Mousse 21, vous étiez 15 à jouer, donc je ne vois pas les 5 derniers noms, je suis désolé. Bravo à toutes et à toutes, merci d'avoir participé à ce quiz en français hebdomadaire. C'est le 11e rendez-vous déjà, j'ai commencé au début du confinement, et on va continuer jusque probablement les vacances, jusque mi-juillet, tous les vendredis après-midi à 16h, heure de Paris, Bruxelles, Genève en français. Passez toutes et tous un très bon week-end. N'hésitez pas à écouter le podcast AWS, il y a un nouvel épisode qui vient de sortir cet après-midi où on parle d'Amazon Connect et des call centers dans le cloud, je fais un peu de pub également. Passez un bon week-end, merci d'avoir été là et à la prochaine fois, ciao.